fellas, is today the day you gonna help me get down from here? Help you down? Man, what is going down in that hayloft you call a head? Didn't we tell you yesterday and the day before that and the day before that? That Didn't you we tell can't you get yesterday and... This is your life, buddy, all hung up. En 1939, la MGM sort Le Magicien d'Oz. Le film marche bien, il rafle même 2 Oscars, mais on est encore loin du raz-de-marée culturel qu'on connaît aujourd'hui. Le vrai déclic, il va falloir attendre un allié inattendu, la télévision. En 1956, quand CBS diffuse le film pour la première fois, c'est le choc. L'audience est monstrueuse, entre 35 et 45 millions de personnes devant leur poste. En gros, plus de la moitié des foyers américains sont devant le film ce soir-là. Forcément, CBS flaire le filon et en fait un rendez-vous annuel. En 1966, il figure parmi les programmes les plus suivis de l'année. La tradition s'installe pour 40 ans. Des générations entières grandissent avec Dorothy, ses compagnons et ce magicien caché derrière son rideau. La route de briques jaunes finit par s'ancrer dans la mémoire collective et Somewhere Over the Rainbow devient probablement la chanson la plus célèbre du pays. Le Magicien d'Oz n'est plus un film, c'est un mythe. Mais comme tous les mythes, il raconte une histoire très orientée. C'est l'image d'une Amérique blanche, rurale, rassurante. C'est l'histoire d'une petite fille du Kansas qui veut juste rentrer chez elle. Sauf que cette Amérique-là, elle n'a pas vraiment existé pour tout le monde. On saute en 1971. À New York, un homme observe ce monument et se pose une question toute bête. Ken Harper bosse à la radio. Il connaît la musique et il connaît surtout son public. Son Amérique à lui, ce n'est pas le Kansas de 1939. C'est celle de Harlem, du Bronx. Harper a un flash. Et si on prenait le mythe le plus blanc de l'Amérique, celui qui squatte tous les salons depuis 15 ans, et qu'on le retournait comme une crêpe? Pour comprendre ce que Harper a derrière la tête, il faut capter l'ambiance de l'époque. En 1971, l'Amérique noire est en pleine ébullition. Les victoires législatives des années 60 sont là, d'accord, mais dans la rue, la colère ne retombe pas. Le Black Power a pris le relais, le visage d'Angela Davis est partout et les Black Panthers secouent le pays. Et pendant ce temps-là, dans les salles obscures, une révolution est en marche. Tout bascule avec un film, Sweet Sweetback's Badass Song, de Melvin Van Peebles. C'est l'histoire d'un homme de l'ombre, un ex-prostitué qui bascule le jour où il refuse l'injustice. En sauvant un Black Panther des coups de la police, il devient l'homme à abattre. Sa fuite éperdue à travers la Californie n'est pas solitaire. Elle repose sur la solidarité de ceux qui, comme lui, vivent en marge. La communauté noire, les hippies ou encore les bikers. Plus qu'une simple cavale vers le Mexique, son histoire est celle d'un homme qui refuse de mourir en victime et transforme sa survie en un cri de révolte contre un système qui veut le briser. Il bricole le film avec 150 000 $, résultat, plus de 10 millions de recettes. La mèche est allumée. La même année, Shaft explose le box-office et rafle un Oscar pour sa musique. L'année d'après, c'est Superfly de Gordon Parks Jr., un film de ghetto, de contre-culture et de désillusion, porté par la BO mythique de Curtis Mayfield, l'un des plus grands succès de la musique de film de l'époque. On appelle ça la Blaxploitation. Le mot vient de la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People. Elle utilise ce terme pour critiquer les studios qui exploitent la cause noire pour s'en mettre plein les poches. Mais c'est un mouvement paradoxal. D'un côté, le public voit enfin des héros qui lui ressemblent sur une musique qui lui appartient. De l'autre, ce sont souvent des patrons blancs qui tirent les ficelles sans rien entraver à la portée politique du truc. Le mouvement finira d'ailleurs par s'effondrer à la fin des années 70, coincé entre la surproduction et la lassitude des spectateurs. Ken Harper, lui, observe tout ça de loin et il trace une ligne rouge. Il ne veut pas faire de blaxploitation, pas de violence gratuite, pas de sexe, pas de thriller poisseux dans le ghetto. Lui, il veut du familial, du fédérateur, il veut un show musical où les parents noirs peuvent emmener leurs gamins. Ce qu'il veut, c'est Broadway. Le roman original du Magicien d'Oz est libre de droit depuis 1956. Ken Harper n'a besoin de la permission de personne. C'est un acte fort, presque politique. Prendre l'un des plus grands mythes de l'Amérique blanche
et le réimaginer avec un casting 100% noir, de la musique soul et une esthétique urbaine. C'est sa façon de dire que les mythes n'appartiennent pas qu'à ceux qui les ont inventés. Ils appartiennent à tout le monde. Il lâche alors son job à la radio et se lance à corps perdu dans le projet. Il cherche de l'argent, mais les portes se ferment les unes après les autres. Personne ne veut miser un centime sur une comédie musicale noire portée par des inconnus. Finalement, la 20th Century Fox accepte de poser $650 000 sur la table, mais attention, le contrat est inéquitable. Le studio récupère les droits du film, du disque et de l'édition. Harper sait qu'il se fait un peu braquer, mais c'est ça où le projet meurt. Alors il signe. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que son spectacle va frôler le naufrage total avant même d'avoir posé un pied à Broadway. L'équipe de départ n'aide pas vraiment à rassurer les investisseurs. William F. Brown et Charlie Small, deux parfaits novices dans le milieu. Brown n'a presque aucun titre connu à Broadway et Smalls n'a encore jamais signé une comédie musicale entière. Harper leur donne les clés du camion, probablement parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Le metteur en scène, Gilbert Moses, est une figure respectée du théâtre noir militant. Sur le papier, c'est l'homme de la situation. Dans la réalité, ça ne prend pas. Les premiers passages en salle ne convainquent ni la presse, ni certains publics. Le spectacle est bancal, le rythme est aux abonnés absents, Harper est à deux doigts de tout annuler avant même d'arriver à New York. Il manque un truc, une étincelle, mais personne ne sait quoi. C'est là que Ken Harper prend une décision radicale. Il vire Moses et appelle Geoffrey Holder à la rescousse. Geoffrey Holder, c'est un personnage hors norme. Un géant de 2 mètres venu de Trinidad, capable de tout faire. Danser, peindre, jouer, chorégraphier. Le grand public le connaît surtout pour ses pubs 7-Up où son rire tonitruant et son accent incroyable font fureur. On le prend pour un rigolo de la télé, mais derrière le costume, c'est un artiste d'une rigueur absolue. Lui non plus n'a jamais signé de comédie musicale à Broadway, mais son expérience artistique est déjà considérable. Geoffrey Holder arrive et retourne le spectacle. Il impose ses idées visuelles, la tornade ne sera pas un effet spécial, mais une danseuse drapée dans des mètres de soie noire qui envahit la scène. Il change les costumes, vire l'acteur qui jouait l'épouvantail pour le remplacer par un gamin de 18 ans, Hinton Battle. Il fait même réécrire des chansons en urgence par un jeune chanteur et arrangeur encore inconnu, Luther Vandross. Et au centre de tout ça, il y a Stephanie Miles. I was asked to come down and audition. I just did not want to go. And I went to the audition crying with my mom. And I forgot what song I sang for the Wiz. Oh, it was Danny Boy. I sang Danny Boy for my audition. And Ken Harper loved it. I went down again for a second time. And then I met them at Geoffrey Holder's house the third time. And they told me I had the role as Dorothy. Elle a 15 ans, une voix qui vous décroche la mâchoire et un charisme naturel de dingue. Elle devient le cœur battant du show, elle est Dorothy. Le 5 janvier 1975, le spectacle débarque enfin au Majestic Theatre de Broadway et là, c'est le désastre. La presse descend le show, le public ne suit pas. Le soir même de la première, l'avis de fermeture est affiché et on le donne déjà pour mort-né. Mais Harper refuse d'abandonner. Il convainc les dirigeants de la 20th Century Fox d'investir dans une campagne de pub télévisée. Une idée encore rare pour un spectacle de Broadway. À vrai dire, ça ne se fait pas. Le théâtre, c'est les critiques dans les journaux et le bouche à oreille. On n'achète pas des spots de 30 secondes sur les grandes chaînes. Mais lui a vu ce que ça a donné pour le spectacle Pippin. Il en est convaincu. C'est la seule chance de sauver The Wiz. Quelques dizaines de milliers de dollars sont débloqués pour produire un spot et acheter plusieurs passages à l'antenne. Le clip est monté sur l'un des titres les plus entraînants du show, Ease on Down the Road. On cible les 18-35 ans, un public que Broadway ignore d'habitude. Rapidement, la billetterie remonte. Dans la file d'attente, quand on demande aux gens comment ils ont connu le spectacle, la réponse est presque toujours la même. La télé. Et surtout, ce public est nouveau. Ce sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de spectacle de leur vie. Harper avait raison. Le public noir attendait juste qu'on lui tende la main. Peu à peu, le spectacle redevient complet certains soirs. En 1975, Variety lui consacre une place de choix dans sa couverture. Le spectacle va tenir 4 ans pour un total de 1672 représentations. Stephanie Miles va porter le rôle de Dorothy pendant presque 5 ans. 5 ans à assurer presque 8 shows par semaine. Doing The Wiz was the best education I could have ever gotten as far as a performing and doing something. You're doing 8 shows a week. So every night you have to find something to make it fresh, to make it new. So that's challenging, and I'm always up for a challenge. But I love doing The Wiz. I did it for 5 years. À l'été 75,
Les Tony Awards consacrent le spectacle avec 7 récompenses. Meilleure comédie musicale, meilleur costume, meilleure mise en scène. Geoffrey Holder devient le premier metteur en scène noir à remporter le Tony Award de la meilleure mise en scène d'une comédie musicale. Et Ken Harper devient l'un des premiers producteurs afro-américains à avoir son nom sur le Tony de la meilleure comédie musicale. Ce soir-là, les lignes bougent enfin à Broadway. Seule ombre au tableau, Stephanie Miles n'est même pas nommée. Pas un seul prix pour celle qui a porté le show sur ses épaules pendant 5 ans. I can say that I won the Tony because it won for Best Musical. So that's everybody. Do they actually give you a statue? No, they don't give you. No, They don't give you a statue? no. But you do got the bragging rights. Yes. Yes. You're in a show that won 7 Tonys. That's a lot to brag about. Mais Broadway n'est qu'une étape, parce qu'à Hollywood, les studios commencent à ouvrir l'œil. La 20th Century Fox possède les droits du film, c'est le deal avec Harper. Mais alors que le spectacle cartonne à Broadway, le studio hésite à se lancer vraiment dans le projet. C'est alors que la Motown débarque dans l'arène, en coproduction avec Universal. Motown, rien que le nom, ça impose le respect. En 1959, Berry Gordy emprunte $800 à sa famille et lance son label à Détroit, dans une petite maison nommée Hitsville, USA. Ce qu'il va bâtir là-bas est incroyable, une machine de guerre capable de fabriquer des tubes à la chaîne. C'est simple, il va faire entrer la musique noire américaine dans tous les salons du pays, même chez ceux qui n'auraient jamais pensé l'écouter. Les Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder et Jackson 5, Gordy ne vend pas juste des disques, il vend une image, une élégance. Pour lui, ces artistes doivent être parfaits. Costume impeccable, diction parfaite, chorégraphie millimétrée. C'est une vision carrée, presque militaire. Motown devient le label indépendant le plus rentable de l'histoire. Et au sommet de cet empire, il y a la reine, Diana Ross. Gordy l'a découverte gamine et l'a façonnée pour en faire une icône. En 1977, quand le film commence à se concrétiser, Berry Gordy s'associe à Universal. Il s'entoure d'un producteur expérimenté, Rob Cohen, et mise sur un réalisateur de référence, John Badham. Badham, c'est l'homme qui vient de signer La fièvre du samedi soir. Le film a tout explosé. 3,5 millions de budget pour plus de 237 millions de recettes. John Travolta est une star planétaire et le disco est partout. Pour tout ce qui touche à la musique et à la danse, Badham est l'homme de la situation. The Wiz semble taillé pour lui. Sauf qu'il y a un grain de sable dans l'engrenage, un grain de sable qui s'appelle Diana Ross. Elle veut absolument jouer Dorothy. Sauf qu'elle a 33 ans. Dorothy, elle, est censée être une adolescente. Pour John Badham, ça ne colle pas du tout. Artistiquement, c'est incohérent et il ne se prive pas de le dire. Même Berry Gordy n'est pas chaud au début. Pour lui, le choix est évident. C'est Stephanie Miles. C'est elle qui incarne Dorothy sur scène depuis 5 ans. Pour le public, pour la communauté noire, c'est elle le visage du rôle. Gordy l'appelle pour des essais sérieux. L'affaire semble presque classée. Sauf que Diana Ross ne lâche pas l'affaire. Elle contourne Berry Gordy et convainc Rob Cohen et Universal de financer le film à condition qu'elle joue Dorothy. Gordy finit par accepter. And Diana Ross at that time was my superstar. And I think I was in love with her at that time. She said, I want to play Dorothy. And I said, well, I don't know whether it would work. I don't know whether you would fit it, but she proved to me that she could do it. And I basically encourage people to reach for the moon. I said, the sky is not the limit, it's just the first step. John Badham, lui, ne veut rien savoir et claque la porte. Le film se retrouve sans pilote. Cohen appelle alors Sidney Lumet à la rescousse. En 1977, Sidney Lumet est au sommet de son art avec des films comme Serpico ou Network. C'est un cinéaste du bitume, du réel, de la friction sociale. On est loin de la féerie et des paillettes. Mais c'est un New-Yorkais pur jus. Et c'est cet angle qui va le séduire. Faire un magicien d'Oz moderne, urbain, avec New York comme décor central. Grown from an idea of a small fantasy to a large major motion picture. Sidney Lumet. He felt that today everybody lived in cities, and if we were going to make a modern Wizard of Oz, it would have to be urban. And since he's an inveterate, die-hard New Yorker, he wanted to do it based around New York. Pour le script, on appelle Joel Schumacher. À l'époque, il est surtout connu comme costumier et scénariste de films cultes de la culture noire comme Car Wash.
Pour justifier l'âge de Diana Ross, il réécrit totalement le personnage. Dorothy n'est plus une gamine du Kansas, mais une institutrice de 24 ans vivant à Harlem, tellement timide qu'elle n'a jamais osé quitter son appartement. Ça rend le casting crédible sur le papier, même si tout le monde reste sceptique. Pour le reste de l'équipe, Sidney Lumet avance pièce par pièce. Au début, il ne veut pas de Michael Jackson pour l'épouvantail. Il le trouve trop formaté télé, pas assez acteur. Mais Quincy Jones, qui gère la musique, insiste pour qu'ils se rencontrent. Et là, Lumet prend une claque monumentale. Il découvre un talent pur, d'une honnêteté désarmante devant la caméra. Michael, lui, était déjà fan du spectacle et allait régulièrement voir la comédie musicale. Il adorait l'épouvantail sans jamais imaginer qu'il finirait par porter le costume. Most kids fall in love with the scarecrow. I always was mad at the lion, where he came out and made Dorothy mad like that and made her run, and I would always get mad. So, I fell in love with the scarecrow and I never thought I would play the part. Pour le lion, Lumet ne cherche pas midi à 14h. Il reprend Ted Ross, qui a créé le rôle à Broadway. Nipsey Russell devient l'homme de fer, Richard Pryor récupère le rôle du magicien et la légendaire Lena Horne accepte de jouer la bonne sorcière Glinda. Le casting est bouclé, maintenant il faut tourner. Et c'est là que les vrais problèmes commencent. 24 millions de dollars, c'est le budget du film. Pour vous donner une idée, Star Wars, sorti l'année d'avant, en avait coûté 11 millions. Le budget de The Wiz fait plus du double de celui de George Lucas. Tout cet argent va passer dans un seul objectif: bâtir un New York imaginaire de toutes pièces dans les studios Astoria, décor par décor, pavé par pavé. Le chef décorateur, Tony Walton, voit ça comme le défi de sa vie. Il veut que le film ressemble à une hallucination urbaine, un Manhattan rêvé ou cauchemardé. Et il ne rigole pas avec la logistique. Pour Munchkinland, il récupère les restes de l'exposition universelle de 1964 dans le Queens. Il transforme ces structures futuristes à l'abandon en un paysage de contes de fées complètement dystopique. La route de briques jaunes, elle, traverse le pont de Brooklyn et est recouverte de kilomètres de linoléum jaune criard. Mais le vrai morceau de bravoure, c'est Emerald City. Lumet et Walton voient les choses en grand. Ils squattent la place entre les deux tours du World Trade Center, un espace immense de 8 pâtés de maison. Pour cette seule scène, on a 400 danseurs, 1200 costumes, 35 000 ampoules et 9 générateurs. C'est tellement gigantesque qu'ils font face à un problème physique inédit. Le son met du temps à voyager. Les danseurs du fond recevaient la musique avec presque une seconde de retard sur ceux de devant. Lumet doit faire planquer 22 haut-parleurs partout dans le décor pour que tout le monde soit enfin synchro. We decided the Emerald City, we were going to build in the 8 square block plaza behind the World Trade Center. And to that, which might be the largest movie musical production scene ever done, it was huge. The whole scene was an incredible production in and of itself. Côté musique, c'est Quincy Jones qui récupère le bébé. En 1977, c'est déjà une légende. Il a bossé avec Ray Charles, Sinatra, Count Basie. Il prend la partition originale et lui donne une envergure orchestrale digne d'un opéra moderne. Luther Vandross remet la main à la pâte pour écrire de nouveaux morceaux. Mais le vrai tournant de l'histoire de la musique ne se trouve pas sur la pellicule. Il se joue dans une loge. Entre deux prises, Michael Jackson parle à Quincy Jones de ses projets solo. Il lui demande s'il connaît des producteurs qui seraient tentés de travailler avec lui. Quincy réfléchit, puis lui répond « Je vais le faire moi-même ». Cette phrase balancée sur un plateau de cinéma va donner naissance à Off the Wall, Thriller et Bad. C'est le début de la plus grosse collaboration de l'histoire de la musique. Michael, de son côté, se donne à 200%. Il s'identifie à cet épouvantail qui cherche un cerveau. Il y met ses propres doutes, sa peur de ne pas être à la hauteur et son besoin d'exister enfin en dehors des Jackson 5. Le tournage s'éternise, le budget explose. Mais Lumet et les producteurs sont persuadés qu'ils tiennent un chef-d'œuvre. Les premières projections privées ont l'air de confirmer leur enthousiasme. Sauf qu'ils se plantent complètement. The Wiz sort le 24 octobre 1978 aux États-Unis. Avant la sortie, tous les voyants sont au vert. Le Hollywood Reporter annonce déjà un carton plein pour les exploitants et lors des projections test, le public finit debout en hurlant son enthousiasme. Motown et Universal sont persuadés qu'ils tiennent le blockbuster de l'année. Ce qui suit va être l'un des cracks les plus violents de l'histoire du cinéma musical. Le film ne rapporte que 21 millions de dollars sur le sol américain. Pour un budget de 24 millions, sans compter la pub et la distribution, Hollywood estime qu'il aurait fallu en rapporter au moins 60 pour commencer à être rentable.
on n'en est même pas au quart. La perte pour Motown et Universal est considérable. Pour la branche ciné de Motown, qui jouait gros sur ce coup-là, c'est un chaos debout. Le plus dur, c'est de voir ce qui se passe dans les salles d'à côté. Grease, sorti 3 mois plus tôt, avec un budget minuscule de 6 millions, finit par faire plus de 395 millions de recettes dans le monde. Le public de 78 n'est pas allergique au divertissement ou à la musique, il rejette spécifiquement The Wiz. La presse, elle, tire à vue. Le New Yorker est implacable. Le film révèle toutes les faiblesses de Lumet sans aucune de ses forces, et les grands numéros musicaux ressemblent à des embouteillages en roue libre. Entertainment Weekly estime que tout ce que le spectacle de Broadway avait de jouissif est effacé par un mauvais casting et une direction artistique ratée. Le diagnostic est partout le même, le film a tout l'argent du monde, des décors de fou et des voix incroyables, mais il ne dégage aucune chaleur. The Wiz quitte les écrans dans l'indifférence, mais dans les années qui suivent, quelque chose de totalement inattendu va se produire. Mais avant ça, parlons du film. Dorothy est une institutrice de 24 ans qui vit à Harlem. Trop timide pour avoir jamais vraiment quitté son appartement, elle se retrouve emportée par une tempête de neige avec son chien Toto dans un pays imaginaire qui ressemble à New York comme dans un rêve. Bunchkinland est une place publique peuplée de créatures étranges. La route de briques jaunes traverse le pont de Brooklyn, la ville d'émeraude se dresse dans la grande place devant les Twin Towers. Pour rentrer chez elle, Dorothy doit trouver le magicien. En chemin, elle rencontre un épouvantail qui cherche un cerveau, un homme de fer qui cherche un cœur et un lion qui cherche du courage. Ensemble, ils vont chercher le magicien pour réaliser leur rêve. Ce qui est frappant quand on regarde The Wiz aujourd'hui, c'est à quel point l'idée de départ est juste. Transposer Oz à New York dans les années 70, c'est une décision qui aurait pu sembler absurde sur le papier et qui se révèle être une analogie d'une précision redoutable. Le New York de 78 n'est pas celui d'aujourd'hui. C'est une ville au bord de la faillite, ravagée par la criminalité, abandonnée par ses classes moyennes, où vivre dans certains quartiers relève d'un acte de résistance quotidien. Faire de cet environnement le pays d'Oz, c'est dire quelque chose de très précis sur ce que traversent les Afro-Américains à cette époque. Le danger n'est pas fantasmé, il est dans la rue, dans le métro, dans les couloirs des immeubles. Dorothy ne rêve pas d'un ailleurs magique, elle essaie juste de survivre dans un monde qui lui est hostile. Le film le montre avec une honnêteté qui force le respect. Il y a aussi quelque chose de très fort dans la façon dont le scénario utilise ses personnages secondaires. Le magicien charlatan qui se drape dans les attributs du pouvoir pour masquer son vide, c'est une lecture politique limpide, une métaphore sur les figures d'autorité qui promettent tout et ne délivrent rien. Et les ouvriers de la méchante sorcière, réduits à une condition prolétaire sans issue, ajoutent une dimension de classe sociale qui dépasse largement le cadre du conte pour enfants. L'épouvantail, lui, est le personnage le plus troublant du film pour moi. Pas à cause de ce que le scénario en fait, mais à cause de qui le joue. Michael Jackson met dans ce rôle un être qui rêve d'avoir un cerveau, d'être capable de penser par lui-même, mais surtout d'exister en dehors de ce qu'on attend de lui. Quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'il a vécu. Un homme qui n'a jamais eu d'enfance, jamais eu de vie normale, jamais eu le droit d'être simplement lui-même. La frontière entre le personnage et l'acteur est vraiment mince. Maintenant, il faut être honnête, tout ne fonctionne pas. Sidney Lumet n'était pas le bon choix. Je pense qu'il est fondamentalement incapable de sublimer un numéro musical. Ses caméras s'immobilisent, ses cadres se rigidifient et ce qui devrait être de l'élan devient de la staticité. Une comédie musicale vit ou meurt dans ses numéros. Quand les numéros sont plats, le film est plat. Et la majorité des numéros de The Wiz le sont. Mais surtout, ce qui ne va pas, c'est la durée. 2h20, c'est trop. Le film m'a perdu et la magie s'évapore avant le générique de fin. The Wiz est un film qui avait tout pour être grand et qui reste brillamment imparfait. The Wiz disparaît rapidement des salles en 78, mais il ne meurt pas vraiment. Il commence à circuler à la télévision en cassette VHS dans les foyers afro-américains qui le font tourner de main en main comme un objet précieux. Et quelque chose de curieux se produit. Le film que la presse avait descendu, que les studios avaient abandonné et que Hollywood avait classé dans la colonne des pertes, commence à vivre d'une vie parallèle et obstinée. Il y a une ironie cruelle dans la façon dont l'échec commercial du film a écrasé pendant des années la réputation de la comédie musicale originale. The Wiz à Broadway était
C'était un triomphe, un acte fondateur, la preuve que le théâtre musical noir pouvait conquérir la grande scène blanche sans se renier. Et c'est le film qui est resté dans les mémoires comme la référence. Quand on parle de The Wiz, on pense au film, pas au spectacle de 75. La renaissance est longue à venir, elle passe d'abord par Michael Jackson, après Thriller, après qu'il devienne le roi de la pop, le film ressort, c'est même en 84 qu'il sort pour la première fois en France. Les gens cherchent les traces du prodige dans le jeune homme de 20 ans qui joue l'épouvantail, ils les trouvent partout. Progressivement, une génération d'artistes noirs commence à revendiquer The Wiz comme une référence. Pas malgré ses défauts, mais avec eux. Le film devient un objet culte précisément parce qu'il est imparfait et ambitieux à la fois. Parce qu'il a tenté quelque chose que personne n'avait osé avant. Parce qu'il porte dans ses images une époque et une culture qui n'avaient jamais eu leur place dans le cinéma musical hollywoodien. Les universités américaines commencent à l'étudier, les critiques le réévaluent, l'éditeur Criterion, institution qui sélectionne les films qu'il considère comme essentiels à l'histoire du cinéma, l'intègre dans son catalogue en juin 2025. Une consécration tardive mais sans ambiguïté. Entre-temps, NBC diffuse en décembre 2015 une version live télévisée avec au casting Queen Latifah dans le rôle du magicien, Mary J. Blige en méchante sorcière, Uzo Aduba en Glinda et dans le rôle de Tante M, la tante de Dorothy, Stephanie Miles. Le symbole est fort. En 2024, The Wiz revient à Broadway, la production tient 143 représentations et repart en tournée nationale en 2025. 50 ans après la création originale, le spectacle trouve encore son public. Ce que tout cela dit finalement, c'est que Ken Harper avait raison depuis le début. L'idée était juste, s'emparer du mythe le plus important de l'Amérique blanche pour en faire quelque chose de radicalement noir, familial, universel. C'était une idée qui méritait de durer.